initiatives politiques pour essayer de rentrer dans le système politique pour amener de la participation citoyenne. Vous avez vu un software qui permet à la fois aux municipalités et aux citoyens de faire des propositions et de faire participer les citoyens à leur choix. Ici, on est sur une optique légèrement différente. C'est de l'activisme, en ligne toujours, mais pas que. Et tout l'intérêt, c'était de vous présenter le mix média, online, journalistique, faire le mix des trois pour voir s'il y avait moyen de faire bouger les lignes dans la société avec un produit tel que celui-là. Donc je te laisse la parole, Stéphane. Bonne présentation. Merci Samuel. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Stéphane Hubert-Blise. Je suis l'auteur-réalisateur du film Zero Impunity avec mon frère Nicolas. Zero Impunity, en fait, c'est un film qu'on appelle d'impact social. On fait du cinéma d'impact social. Ça veut dire qu'on va en fait tenter de mixer le monde du cinéma traditionnel, fiction, documentaire, peu importe, avec celui des nouveaux médias pour générer en fait une sorte de stratégie digitale d'impact social pour engager les citoyens à soutenir les thématiques qu'on explore dans nos films. Donc en l'occurrence sur Zero Impunity, sur les violences sexuelles en temps de guerre. Je suis également le cofondateur de la société ABAN. On a créé ça avec Nicolas et Marion il y a 7 ans. On est basé à Paris et à Luxembourg. Voilà, on est spécialisé vraiment dans les sujets dits engagés, activistes, cinéma d'impact social. On a une société également féministe, puisqu'on, depuis longtemps, hein, pas seulement depuis 1 an, mais on produit 70% de femmes réalisatrices, puisqu'elles sont clairement sous-représentées dans le monde du cinéma, et notamment dans le métier de réalisatrice. Voilà, donc je vais vous donner, je vais vous présenter un petit peu le projet Zero Impunity. En fin d'expérience, je vous donnerai également mon ressenti par rapport à... Parce que je ne suis pas, moi, effectivement, je n'ai pas une plateforme de démocratie participative à disposition. C'est simplement un film. Mais par contre, effectivement, c'est un projet qui pose la question de l'engagement des citoyens. Voilà, donc on va voir effectivement à la fin si c'est plutôt un succès ou plutôt un échec, ou quels sont un petit peu les retours d'expérience par rapport à ça. Alors déjà, qu'est-ce que Zero Impunity ? Voilà, donc c'est un projet dit transmédia, c'est-à-dire multi-support, qui traite donc de la question des violences sexuelles en temps de guerre. Je précise tout de suite, un projet artistique, c'est un projet esthétique. Je ne suis pas une ONG, je ne suis pas une entreprise, je ne suis pas même journaliste, donc j'ai en fait un droit complet à la subjectivité. Et comme vous le verrez un petit peu dans le projet, on en fait bon usage. On a construit en fait le projet comme une arme, alors comme le dit Edwy Plenel, comme une arme pacifique. Le projet se construit en fait, il commence en fait avec l'investigation, donc 6 enquêtes d'investigation menées par un collectif de journalistes femmes. Ensuite, le deuxième volet du projet, c'est le cinéma avec un long métrage documentaire d'animation, 90 minutes. Et ensuite, on a en troisième volet, un mouvement citoyen qui impliquera en fait des engagements concrets au profit des victimes donc de violences sexuelles en temps de guerre. Alors, donc, 6 enquêtes. Voilà, 6 enquêtes menées donc par le collectif YouPress. Donc Nicolas et moi, on a diligenté donc ce collectif pour mener ces enquêtes. Donc on a Léla, Justine, Iloné, Hélène, Sophie, Delphine, Cécile, Ariane, Anne-Laure, Camille, Marie-Alix et Julia. Je les nomme toutes parce qu'on a vraiment vécu quelque chose de très fort tous ensemble. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur le projet. Donc forcément, ça crée des liens et des grosses émotions. Elles ont travaillé en fait sur 6 contextes qui nous permettent de donner à lire en fait les violences sexuelles en temps de guerre d'un point de vue systémique et général. Donc la première enquête en fait concerne les exactions de l'armée française à travers l'opération Sangaris en Centrafrique, et notamment donc des viols sur mineurs et des atteintes sexuelles sur mineurs également. Également aux États-Unis, à travers effectivement l'institutionnalisation des violences sexuelles comme méthode de torture, et notamment à travers les prisons de la CIA que sont Guantanamo et Abu Ghraib. Il faut savoir quand même que 70% des détenus d'Abu Ghraib et de Guantanamo sont innocents. Et malgré ça, effectivement, les méthodes de torture sont utilisées sur eux, et notamment effectivement les violences sexuelles. Il faut savoir également que des prisons de la CIA sont présentes sur le territoire européen, notamment en Roumanie et en Pologne.
Ensuite, une enquête sur la Cour pénale internationale, qui est censée être a priori le seul organisme qui aurait une compétence pour agir, mais qui ne le fait pas simplement parce que la plupart des pays responsables d'exactions de ce type-là ne reconnaissent pas sa compétence. C'est le cas notamment des États-Unis, mais également de la Russie ou de la Chine. Les Nations Unies, une enquête sur les Nations Unies, et là on a visité un petit peu la problématique de la prostitution forcée, notamment au Congo, au profit des casques bleus. En Ukraine, nous sommes allés en Ukraine également, où là, effectivement, on traite du sujet, de la guerre qui a lieu actuellement dans le Donbass, donc dans l'est de l'Ukraine, entre Russes et pro-Ukrainiens. Et ensuite, dernière, mais pas des moindres, la Syrie, avec les viols d'enfants dans les prisons de Bachar el-Assad, pour faire pression sur les parents en général, qui sont effectivement des opposants au régime. Voilà. Ces enquêtes, on les a publiées dans un premier temps sur notre site internet zeroimpunity.com en 6 langues, donc en anglais, en français, en russe, en allemand, en italien, en espagnol, et j'ai certainement oublié une langue. Évidemment, ça c'est évidemment logique, c'est mobile friendly. Et ensuite, on a publié ces 6 enquêtes avec un réseau donc, de partenaires médias à travers, je ne veux pas dire le monde, mais plutôt l'Europe, parce que voilà, on a eu des difficultés à trouver des partenaires médias, notamment aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Mais on a trouvé pas mal de partenaires, effectivement, en Europe et en Afrique du Nord. Mediapart en France, qui était notre premier partenaire, le Desk au Maroc, l'Internazionale en Italie, l'Infolibre en Espagne. Ce sont souvent les médias qui ont participé au Panama Papers, donc qui ont effectivement un certain degré de liberté dans la manière de traiter les sujets. On a fait plus de 1 million de lecteurs à travers ces différents médias. Voilà, donc le deuxième volet du projet, c'est le documentaire d'animation, donc un long métrage de 90 minutes. Et à la base, effectivement, c'est un projet, un film d'animation, comme je viens de le dire, qui reprend les 6 enquêtes. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de retracer les 6 enquêtes à travers le médium de l'animation dans le film, pour créer davantage d'empathie, etc. Enfin, il y a différents arguments à ça. On pourra peut-être en discuter après au moment des questions. Mais voilà, donc on a choisi le médium de l'animation. Il faut savoir qu'une fois que les enquêtes ont été sorties sur notamment le site de Mediapart, on a reçu des dizaines de menaces, notamment de militaires américains ou de militaires français, donc des menaces de mort ou des menaces des menaces, et également des procès d'intention, puisqu'on nous a traités de pro-Bachar, de pro-Poutine, de pro-Trump, de pro je ne sais pas qui d'autre, enfin plein d'autres. Voilà, donc on était un petit peu tout et rien. Également des lettres de menaces, plutôt d'intimidation des Nations Unies, qui nous ont traités de traîtres, puisque voilà. Et donc on a décidé, effectivement, suite à ça, on s'est dit, on ne peut pas ne pas évoquer ça dans le film. Et on s'est dit avec Nicolas, on va retourner sur le terrain, rencontrer les gens concernés par ces différentes enquêtes. Donc on est allé en Jordanie, on est allé en Ukraine, on est allé en Syrie, on est allé aux États-Unis, etc. Et on a projeté le visage. On est d'abord allé à la rencontre de ces gens, on a discuté avec eux, etc. Et pour ceux qui étaient intéressés, on a projeté leur visage sur les immeubles plus ou moins symboliques. Comme vous le voyez un petit peu là à l'écran, j'aurai ensuite de différentes images, je vais vous en montrer, pour interpeller en fait les gens, discuter avec eux et voir si réellement ce qui se dit dans les commentaires sur les différents articles est réel, si c'est vraiment ce qu'ils pensent, etc. C'était assez une surprise, puisqu'il y a une vraie méconnaissance du sujet et même de l'histoire en général. Aux États-Unis, par exemple, on est parti de New York, on est allé au Kentucky, en Alabama, etc. On a rencontré beaucoup de gens. La plupart ne connaissaient pas Guantanamo, d'autres ne connaissaient même pas le 11 septembre. Donc forcément, c'est problématique. En Jordanie, je vais vous passer plutôt les images, c'est le plus sympa. Voilà, ça c'est par exemple aux États-Unis à Baltimore, donc c'est la manière dont on projetait. Donc c'est des images à la fois du film et des images un petit peu comment on dit, en back-office, non, c'est ça, en backstage. Voilà, c'est la manière dont on projetait. Donc on faisait tout vraiment à la, 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 comment dire, à l'arrache, je mets en mode plus sérieux.
Voilà, merci. En mode artisanat, donc vraiment, voilà, il n'y avait pas d'autorisation, évidemment. Sur certains bâtiments, c'était plus ou moins problématique. Vous le verrez plus tard, on l'a fait également sur le ministère de la Défense en France. Donc voilà, bon, après, parfois, évidemment, il y a des petits soucis de ce type-là. Mais voilà, ça c'est pareil, ça c'est à Baltimore. Voilà. Après, on est allé également en Jordanie, où on a visité des camps de réfugiés. On a diffusé par exemple les visages dans le camp directement. En Jordanie, en fait, on a rencontré plusieurs problèmes. Là, on nous a empêchés en fait de faire les projections en ville. Notre fixeur même a été arrêté pendant 2 jours. On lui a posé des questions effectivement pour savoir ce qu'on faisait là, etc. Donc, les services secrets nous suivaient pendant toute la journée, nous empêchaient à chaque fois de faire nos projections et de communiquer avec les gens. Donc, ce qu'on a fait, c'est on est parti dans le désert de Wadi Rum. Pour ceux qui connaissent, c'est là où on a tourné Laurence d'Arabie. Et on a projeté en fait les visages à même les montagnes, donc en présence de quelques bédouins et de chameaux. Et donc, c'était forcément moins problématique qu'en Jordanie. Donc voilà, ça c'est d'autres images. Voilà, ça c'est encore une image du film d'animation. Ça c'est le type d'image qui justifie un petit peu pourquoi les Nations Unies sont un petit peu pas très contentes du film. On a effectivement, là, on voit Ban Ki-moon, donc l'ancien secrétaire général, mais on a fait la même chose avec Antonio Guterres. On lui a mis un masque de menteur effectivement sur le visage et un petit peu à tous les membres des Nations Unies. Voilà, mais ça il faut voir. Bon, vous verrez, lisez l'enquête sur les Nations Unies, c'est peut-être plus simple pour comprendre. Faut savoir par exemple que pour les Nations Unies, c'est un vrai problème. Ils nous ont empêché par exemple de rentrer dans certaines parties de certains camps de réfugiés pour parler à certaines personnes parce que justement ils n'étaient pas satisfaits forcément du projet, enfin dans la manière, en tous les cas de la manière dont on approche les choses. On devait faire également la première du film au festival de Locarno au mois d'août, qui est un des plus grands festivals au monde. Et le directeur artistique du festival nous a appelé 5 jours avant pour nous dire que finalement, il ne le prendrait pas parce que les Nations Unies sont cette année partenaires du projet et qu'il ne voulait pas effectivement montrer le film en face de eux. Voilà, donc pour vous donner une idée de ce qu'est ce film, qui j'espère sortira bientôt, voilà un trailer. C'est pas un trailer définitif, il est vraiment en cours de faisage. Voilà, donc la musique n'est pas définitive du tout, le montage, etc. Donc soyez pas trop. Voilà, j'espère que ça marche. أخذوا بنتي كان عمرها 11 سنة. Він велів, щоб я зняла одяг і прийняла ванну. ضربها على وجهها ضربها كف. Як на мене, він робив це все, щоб мене налякати. كانوا مشالحينها وهو كمان كان شالح. Він лежав позаду мене і я розплакалася. Ça se passe en Ukraine, ça se passe en Syrie. C'est commis par des soldats français en Centrafrique. What we did amounts to a war crime. Зарип'юнці – це такий взагалі міжнародний проект це називається нульова толерантність, нульова терпимість до таких речей, як, наприклад, сексуальне насилля чи воєнні злочини. L'ONU est dérangée dès qu'on aborde le sujet. Personne n'a vraiment intérêt à ce que ça sorte. They are so blind to the reality that they make the problem way worse. And the result is nobody faces any criminal sanction. We hear people all across the world who are being affected by unethical actions by the government. Si on n'en entend pas parler, il ne se passe rien. Voilà. Et ensuite, peut-être juste rapidement un extrait de la partie animation et notamment de l'enquête ukrainienne pour que vous voyez un petit peu comment on a parlé des enquêtes à travers le médium de l'animation. C'est une animation simple, hein, c'est pas Pixar, mais c'était une volonté aussi pour traiter le sujet de manière beaucoup plus empathique.
Мене привели в кабінет слідчого. Це було звичайне приміщення, де працівники Краматорської адміністрації проводили різні співбесіди. У кабінет увійшов чоловік близько 40 років. Він сів навпроти мене, представився Громом і почав говорити зі мною спокійно, проте з фальшивою люб'язністю. Я мовчала. Я не могла зібратися з думками. Тоді Гром мені розказав, що всі речі, які були на столі, належали полоненим, що перебували в підвалах цієї ж будівлі. Далі він кинувся переривати ті всі речі. Знайшовши 2 паспорти, він жбурнув їх у мене. Паспорти належали 2 жінкам, які сповіщали українських військових про місцевих сепаратистів. Він мене запитав, чи знайомі мені ці 2 жінки, і чи хотіла би я опинитися на їхньому місці. Я їх знала. Це були прості тутешні проукраїнські жінки. Я бачила, як вони приносили їжу українським солдатам на блокпост. Солдати довідалися, що жінок зупинили, затримали і побили. Допит тривав близько 6 годин. Їх цікавили позиції ворога, особисті дані деяких військових. Також багато запитань він мені поставив про мого хлопця. Коли все закінчилося, Гром привів мене в свою квартиру. Гром розповів, що він громадянин Росії, колишній офіцер російської армії, і що він прибув на допомогу братньому народу. Він велів, щоб я зняла одяг і прийняла ванну. Він сказав, щоб я помилася і розслабилася. Після того, як я помилася, я загорнулася в рушник. Весь мій одяг він кинув у ванну. Він сказав, що все потрібно випрати. Щоб мене розслабити, він знову поклав свої руки мені на плечі. Потім він потягнув мене сісти на кухні за стіл. Він взявся розкладати боєприпаси від своєї зброї. Почистивши пістолет, він його зарядив. Як на мене, він робив це все, щоб мене налякати. Я запитала себе, а що буде, якщо я його зараз уб'ю? Він знав, що я цього не зроблю. Він знав, що я не зможу виїхати з Краматорська, що я не пройду через їхні блокпости. Зненацька він пробуркотів. «Поговори со мною, мені так одиноко». Щойно я задрімала, він мене розбудив, тискаючи мені руки і плечі. І я відчула всередині мене дещо холодне. У зоні промежини. Я зрозуміла, що це був патрон. Відтак, він його мені засунув. Він лежав позаду мене і я розплакалася. Я намагалася відштовхнути його, благаючи зупинитись. А він пхнув ще кілька разів і зупинився. Voilà, alors ça c'est la partie film, et maintenant effectivement la troisième partie c'est la partie on va dire engagement citoyen, impact social.
C'est un projet donc activiste, et dans ce sens-là, effectivement, on a voulu, nous, agir concrètement sur les choses et sur notamment les violences sexuelles en temps de guerre à travers 2 actions qu'on a menées en France et en Ukraine. Alors, en France, par exemple, on a organisé une pétition avec un partenaire qui s'appelle Change.org, je pense que vous connaissez tous. On a récolté plus de 400 000 signatures sur un plan de formation dans les écoles militaires contre les violences sexuelles. L'idée est partie, en fait, enfin, on a provoqué donc cette pétition, dans le premier temps, à travers une petite vidéo qu'on a faite pour interpeller le gouvernement Macron. Je vais vous la montrer rapidement. Vas-y. Cette vidéo a été vue plus de 150 000 fois. Et suite effectivement à la diffusion de cette vidéo, le ministère de la Défense français nous a appelés pour entamer une première discussion. On s'y est rendu. Une deuxième réunion va être programmée avant la fin d'année. Également, une audition à l'Assemblée nationale va être organisée avant la fin d'année pour une nouvelle fois discuter de ce plan de formation dans les écoles militaires en matière de violences sexuelles. Voilà, ça c'est nos actions, on va dire, françaises. Voilà, faut savoir, quand on dit un projet activiste, c'est pas un mot, c'est pas un terme galvaudé. C'est le projet ne se terminera pas quand le film sera sorti, quand on aura fait un festival, etc. Le projet se terminera quand on aura des réponses concrètes à nos actions et quand nos actions auront vraiment, seront vraiment concrètes, quoi. Donc, seconde pétition, c'est pour l'Ukraine. Non, ça c'est voilà. Donc oui, après voilà, on a fait une pression médiatique effectivement dans différentes émissions Mediapart, en différentes presses françaises notamment ou internationales. En Ukraine, on a lancé une pétition pour harmoniser la loi ukrainienne en matière de crimes sexuels aux standards européens. Donc c'est un projet de loi qu'on a proposé au ministère de la Justice. Il avait été rejeté une première fois, donc on est allé en Ukraine, on a manifesté, projeté devant le Parlement. C'est une pétition et un projet de loi qu'on a organisé en partenariat avec l'activiste locale Oleksandra Matvichuk, qu'on voit là à l'écran. Donc voilà, nous on est allé, voilà, on a mobilisé les médias et des gens pour faire pression devant le Parlement et effectivement, notamment aussi du fait que l'Ukraine aujourd'hui veut intégrer l'Union européenne, le projet de loi est un petit peu mieux reçu du côté du ministère et ça devrait a priori se terminer sur une bonne note. Voilà, ça l'envoie Alexandra. On a eu 400 000 signatures en tout. Voilà, donc 400 000 signatures en tout. Je reviendrai après sur le taux de transformation après dans la réalité
Julien et Kitry ont évoqué plusieurs fois la nécessité de passer du digital aussi à la réalité, voilà, au monde réel. Donc ça, j'y reviendrai en conclusion. J'attends juste. Pour renforcer en fait la pression après sur ces demandes, ces pétitions, on a créé en fait un outil qui est également en open source. Donc si jamais vous voulez, n'importe qui peut l'utiliser en fait. C'est un outil de marche virtuelle digitale. C'est pas un moyen de remplacer évidemment une réelle manifestation, mais c'est un outil qui va nous permettre en fait de viraliser sur les réseaux sociaux. Je vous montre un petit extrait. Voilà, bon, ça c'est juste que vous voyez un petit peu la manière dont ça peut esthétiquement se concrétiser. Voilà. Donc concrètement, vous allez signer la pétition. Donc vous êtes l'un des 400 000 signataires d'une pétition sur change.org, française, ukrainienne, peu importe. Et un avatar de vous va être automatiquement généré. Alors, vous avez quelques choix possibles. Évidemment, ils ne sont pas multiples. Enfin, il n'y a pas de millions de choix. Voilà. Mais, et vous rejoignez ensuite la marche virtuelle. Voilà. On va voir sur une autre vidéo comment ça fonctionne. Je sais pas, oui, ça c'est une vidéo. Voilà. En fait, l'idée de cette marche virtuelle, c'est de regrouper dans un seul espace, en l'occurrence digital, toutes les forces en présence. Parce qu'évidemment, en signant une pétition en Ukraine, on n'est pas forcément à Paris, et à Paris, on n'est pas forcément à Buenos Aires. Donc l'idée là, c'était vraiment d'avoir un espace commun. En plus, il y a une capacité effectivement de call to action, puisque vous pouvez partager vos informations ou des idées effectivement avec les autres participants. Donc il y a une forme de réseau social qui est là en perspective. Vous pouvez aussi interpeller après sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, Facebook, des politiques ou des députés pour soutenir le projet de loi, soutenir le plan de formation, etc. et lui demander de nous aider. Voilà. Alors évidemment, pardon, je vais remettre ça, ça sera plus propre. Évidemment, à la fin du projet, c'est poser la question du taux de transformation, parce qu'effectivement, même si nous, de par notre travail, on a réussi à avoir des rendez-vous dans les ministères, on a réussi à parfois à mettre de la pression sur certains gouvernements pour faire passer des choses, se pose la question de la mobilisation citoyenne, et c'est un petit peu le propos du projet. Jusqu'à quel degré, effectivement, l'engagement citoyen est réel ou non dans ce type de projet. Moi, je suis un petit peu dubitatif effectivement par rapport à ça, puisque sur les 400 000 citoyens, par exemple, qui ont signé nos pétitions, lorsqu'on leur demande, par exemple, de faire un tweet bombing sur une action bien précise, par exemple sur notre pétition française, seulement 0,5% des gens vont répondre, donc d'environ 2000 personnes. Plus encore, si on leur demande de venir nous soutenir physiquement lors d'une manifestation devant un parlement ou devant un ministère, là, on est entre 60 et 100 personnes. Donc évidemment, je n'ai même pas le pourcentage. Alors évidemment, on en discutait tout à l'heure avec Patrick Séverin, et c'est peut-être aussi un problème on n'a peut-être pas suffisamment communiqué avec les gens, peut-être pas suffisamment créé de liens avec eux, peut-être pour qu'ils se mobilisent. Il y a également certainement un problème voilà, on est tous beaucoup trop, on a tous trop d'informations en tête et on n'arrive pas à s'engager. Voilà. Bon. Voilà, je suis très émotionnel sur ce projet-là parce que je viens d'en sortir seulement après 4 ans de travail, et donc j'ai encore une vision très pas forcément positive à 150%. Donc voilà, peut-être au niveau des questions, ça va peut-être se fluidifier. Est-ce que vous avez justement des questions ? Moi, ce n'est pas une question, c'est une remarque par rapport à ce que vous venez de dire, qui est en rupture totale avec la demi-heure que je viens de passer à vous écouter, en fait. Je suis très, très ému par ce que vous avez fait. Et c'est super communicatif, en fait, et c'est énorme comme activisme, et la dimension à la fois internationale, le travail que vous faites. Enfin, je ne vois pas en quoi vous parlez de taux de transformation. L'impact, il est énorme, il est réel, quoi. Les films, ils sont concrets, ils sont vus, et il y a un travail de sensibilisation qui est là et qui est fait. Voilà. Si, j'ai presque pleuré, mais ouais,
sais pas que, c'était pas une question, on l'a précisé tout à l'heure. Après, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très frustrant de s'engager sur une thématique et de ne pas en voir forcément des retombées, je dis pas immédiates, mais quasiment. Et je sais pas, c'est difficile à exprimer. On fait des projections, par exemple, à New York ou dans plein de villes, et puis donc il y a un message qui passe. Qu'il faut savoir quand même que les lanceurs d'alerte qu'on projette, ou les survivants et les survivantes, ce sont des gens qui ont tout perdu. Le projet, il est né au Rwanda il y a 4 ans. Quand on était parti là-bas pour un autre projet, on a rencontré une survivante du génocide, et on a commencé à anticiper un projet sur les violences sexuelles. Et on a parlé avec elle, etc. Et elle nous a parlé et elle nous a dit ok, mais si je vous parle maintenant, moi, c'est que il faut que je sois sûr qu'après mon message, ma voix soit entendue et écoutée. Sinon, parce que je mets ma vie en danger, parce que souvent les assaillants habitent à quelques blocs d'elle. Et donc ça, c'est resté très, très puissamment ancré dans nos esprits. Et quand après, j'ai effectivement 400 000 signataires qui pressent sur un bouton, mais qui ne me rejoignent pas après devant les ministères, j'ai un sentiment de trahison, moi, par rapport à la personne à qui j'ai dit t'inquiète pas, tu peux me parler, tu peux dire ce qu'il y a à dire. Et voilà. Donc c'est une trahison de honte, je ne sais pas, je n'arrive pas encore à le définir, mais voilà, c'est de cet ordre-là, c'est juste une question de voilà. Merci en tout cas. D'autres remarques? Il n'y a pas une autre main levée dans la salle. Écoutez, je vous propose d'applaudir Stéphane et Nicolas.